Donc, l'enregistrement est commencé. Fait que je vais commencer tout de suite en vous souhaitant la bienvenue. Mon nom, c'est Patrick Malbeuf. Je suis organisateur communautaire au CIS de la Naudière. Puis je vais vous présenter là, les 3 personnes qui vont faire partie de l'équipe d'animation avec moi. Je vous laisse vous présenter. Chantal, d'abord. Bonjour, je suis organisatrice communautaire pour le projet d'implantation d'air ouverte dans la Mauricie-Centre du Québec, plus précisément celui de Shawinigan là, qui devrait ouvrir sous peu. Merci. Elsa? Oui, donc bonjour à tous. Mon nom, c'est Elsa Bray-Dussault. Donc, je suis psychologue clinicienne en Montérégie et en ligne. Puis, je suis aussi fondatrice de la plateforme Ludipsy Santé mentale et ludification qui combine les jeux et la santé mentale. Merci. Et Joël? Oui, moi, c'est Joëlle Como-Pirini. Je suis infirmière de formation et je suis aussi la fondatrice et la directrice de l'Abri du Gaiement. Super, merci. D'habitude, moi, je suis le genre d'animateur qui aime beaucoup faire un tour de table. Honnêtement, je vous dirais qu'à 63 en Zoom, je vous propose une autre formule. Dans le fond, je pensais faire comme quand on est dans une salle, puis qui vient de Lanaudière, qui vient de... Fait qu'on a 2 régions principales d'où a commencé cette démarche-là, mais on constate que ça... Puis c'est lié avec le sujet qu'on va traiter. En ligne, ça s'est répandu à différentes régions du Québec. Fait qu'on pourrait peut-être commencer avec un exercice comme ça, puis ça va nous permettre de tester nos petites mains. Fait que ceux qui ont le goût de s'identifier pour la région de Lanaudière, vous pouvez lever votre main. La petite main, c'est dans réaction en bas. Ah oui, hein? On se sent comme si on y était. Vous pouvez baisser votre main. Maintenant, pour Mauricie, Centre du Québec. Quand même, quand même. Puis là, pour les autres personnes, là, je suis très intrigué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va ouvrir son micro et qui n'est pas dans une des 2 régions qui veut nous dire d'où il vient? Je peux y aller, si vous m'entendez bien. Oui. Oui, je suis dans la région de l'Estrie, c'est la maison de la famille Les Arbrisseaux, donc de la MRC du Val-Saint-François. Puis, en fait, je suis intervenant de proximité, consultatif jeunesse, puis je recherche à rejoindre les jeunes. Donc, voilà pourquoi je suis ici en ce moment. Super, Samuel. Quelqu'un d'autre? Là, c'est ceux qui ont levé la main, je prends pour acquis que c'est que vous voulez dire que vous venez d'une autre région. Hein? Sinon, baissez votre main. Donc, je vais y aller avec Noémie. Noémie, est-ce que c'est Travail de rue Brandon, c'est ça? Oui, mais non, je suis dans la dière. OK, c'est bon. Catherine Cyr. Mais ça veut dire, Noémie, tu peux baisser la main alors. J'ai essayé, mais d'après moi, ça ne fonctionne pas, là. Tiens, je vais te la baisser. Catherine a baissé sa main, c'était peut-être par inadvertance. Patrick! Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Patrick Turcotte. Je suis travailleur social auprès des jeunes et familles pour le Centre Le Cap à Ottawa. Donc, c'est une de mes collègues psychologues qui nous a transféré l'invitation, puis dans le fond, la promotion de cet atelier. Fait que j'ai bien hâte je suis heureux de me joindre à vous, puis j'ai bien hâte de partir d'ici bien informé là, pour la suite des choses. Fait que, merci de m'accueillir. Super, bienvenue Patrick. Amy? Excuse, je suis trop déconcentrée. Bonjour tout le monde. Moi, je vous joins aujourd'hui de Québec, donc capitale nationale, et je représente une organisation qui s'appelle le Réseau communautaire de santé et services sociaux. Donc, je ne suis pas intervenante, mais je suis très intéressée par ce que vous allez jaser aujourd'hui, puis de connaître et comprendre comment rejoindre les jeunes, comme Samuel disait tantôt. Donc, au plaisir d'assister. Merci. Super. Bien, sans plus tarder, justement, vous l'avez très bien introduit. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble dans les prochaines 2 heures? Le mot « rejoindre », c'est le mot de base. Comment on fait pour rejoindre les jeunes? En particulièrement les jeunes qu'on ne rejoint pas d'habitude ou qui ne feront pas de demande d'aide par les créneaux plus classiques ou traditionnels. C'est un petit peu ça qui est en arrière de la rencontre qu'on a aujourd'hui. Puis
On a hésité, mais on a décidé volontairement de ne pas l'appeler une formation parce qu'on considère que c'est un sujet qui est très innovant, avec des pratiques émergentes. Fait qu'on n'aurait pas la prétention de vous dire qu'on est en train de vous former. On est plus dans une optique d'essayer de développer ensemble des connaissances. Puis vous allez voir qu'il va y avoir une période d'échange aussi pour partager ce que vous en pensez, ce que vous faites de votre côté. C'est un petit peu ça la mise en commun qu'on va faire ensemble. Si vous le permettez, je vais faire un partage d'écran justement avec le déroulement et les objectifs de la rencontre. Ça ne sera pas bien long. Donc, les objectifs, mettre en commun des informations. Est-ce qu'on voit bien équipe d'animation ou quelqu'un d'autre? Oui, ça va, merci. Oui. Les objectifs, mettre en commun les informations sur les jeunes, les espaces en ligne où ils se trouvent et leur santé mentale, en particulier les gamers. Faire connaître des ressources spécialisées émergentes, permettre à une diversité de partenaires qui ont à cœur les jeunes d'échanger et de faire des liens, explorer différentes références disponibles pour ceux qui voudraient aller plus loin. Au niveau du déroulement, on va avoir une introduction où on va faire le portrait des jeunes, de leurs habitudes en ligne, de leurs besoins et de leurs demandes d'aide. Un portrait, distinction, enjeux et opportunités liés aux différentes plateformes en ligne utilisées par les jeunes, définition de gamer et de streamer. Vers 14 heures, on va prendre des questions d'éclaircissement sur l'introduction. Ensuite, on va voir la présentation de nos deux invités sur leur organisme et ce qu'elles font. Vers 2h30, la période d'échange avec vous. Vers 3h10, les suites possibles à la rencontre et une liste de références qu'on a colligées pour vous à bonifier. Évaluation de la rencontre et fin de la rencontre. Fait que ça a l'air d'être ça notre déroulement. Sans plus tarder, je pense que je commencerai. Donc, on pourrait tout de suite commencer avec l'introduction. Tout à fait. Je vais vous partager mon écran également. Ça doit être celui-là, j'imagine. Voilà. Donc, c'est bon, vous voyez bien? Oui. Oui, OK, merci. Donc, voilà, ce que je vais vous présenter comme introduction, en fait, c'est le portrait des jeunes gamers et gameuses ainsi que leur habitude en ligne qu'on voit au Québec présentement. Donc, voilà, il y a quelques chiffres au niveau canadien que j'aimerais vous présenter, qui a été fait par l'Association canadienne des logiciels du divertissement, donc en 2020. Donc, au Canada, c'est 23 millions de personnes qui jouent à des jeux vidéo. Il y a 89 % des enfants et des adolescents qui s'adonnent également aux jeux vidéo. Pour ce qui est des adolescents, donc 60 % de 13 à 17, des adolescentes de 13 à 17 et 90 % des adolescents de 13 à 17 se considèrent comme des gamers et gameuses. Et étonnamment, l'âge moyen au Canada, c'est 34 ans. Donc, les gamers ont augmenté leur temps de jeu pendant le temps de la pandémie, mais moins de 2 % des gens ont commencé à jouer à des jeux vidéo. Donc, il n'y a pas nécessairement plus de joueurs. Par contre, les joueurs jouent plus longtemps avec la pandémie. Le jeu les a aidés à garder, les a aidés émotionnellement et mentalement à garder contact avec leurs amis pendant la pandémie, puisque c'est avec les jeux ou avec les plateformes de discussion que même toutes les personnes ont réussi à garder des contacts avec des gens. 65 % des ados ont déclaré avoir une meilleure santé mentale grâce aux jeux vidéo, pas nécessairement avec la pandémie, mais plus en général. Pour ce qui en est au Québec, donc le temps moyen de jeu, c'est 14,5 heures par semaine chez les enfants et les adolescents. Il y a 85 % des enfants et adolescents qui jouent à des jeux vidéo et l'âge moyen des enfants et adolescents qui jouent est de 12 ans. Et pour les adultes, l'âge moyen, c'est 37 ans, donc ce qui en revient un peu à la moyenne canadienne. Donc, en ce qui concerne les jeunes en ligne, l'augmentation de l'utilisation de l'Internet chez les jeunes va de pair avec l'utilisation de tous les réseaux sociaux, incluant aussi les jeux vidéo, donc que ce soit sur ordinateur, sur téléphone ou sur console, particulièrement les jeux de rôle qu'on appelle là, massivement multijoueurs, qui sont des jeux en ligne que tout le monde peut jouer ensemble et discuter.
Il y a aussi les logiciels de messagerie instantanée et les sites de diffusion en direct, donc comme Twitch, qu'on va vous parler un peu plus tard, mais aussi sur YouTube où on peut faire des diffusions live sur Facebook également. En 2019, chez les 12-25 ans, c'est une moyenne de 1h47 par jour qui ont été consacrés seulement aux réseaux sociaux. Donc, c'est quand même beaucoup par jour seulement pour cette période-là. Donc, on peut s'imaginer un peu l'ajout d'heures en plus des jeux vidéo. Ici, c'est un petit tableau que je voulais vous présenter, là, justement, de l'étude qui avait été faite au Canada. Si on regarde, par exemple, chez les joueurs là, de 6 à 12 ans, il y a 95% des garçons qui jouent à des jeux vidéo. Il y en a un petit peu moins de 13 à 17 ans, donc 79%. Par contre, le nombre d'heures moyen de jeu est de 12 heures, tandis que chez les 13-17 ans, c'est 21 heures de jeu qui est consacré. Excusez-moi, c'est 95% là, des adolescents qui s'adonnent à des jeux vidéo. Donc, on peut remarquer qu'il y a vraiment une progression au niveau des adolescents, là, plus que les jeunes qui vont vraiment s'adonner aux jeux et qui vont passer plus de temps en ligne également. Pour ce qui est entré des références des jeunes, bien que les jeunes risquent davantage d'éprouver un problème de santé mentale, ce sont eux, et particulièrement les jeunes hommes, qui recourent le moins à des soins pour traiter ce type de difficultés. On peut classer les ressources en 2 catégories. Donc, premièrement, la ressource professionnelle qui indique donc de consulter un professionnel de la santé, et les ressources informelles, donc consulter un ami de la famille, un collègue de travail, un enseignant, faire des recherches sur Internet, les lignes d'aide téléphonique et aussi les groupes d'entraide. Pour ce qui a trait aux ressources professionnelles, c'est les médecins et les psychologues qui sont les plus consultés. Donc, les gens ou les jeunes, ils vont aller voir vraiment pour parler de leurs émotions, parler de leur santé mentale ou parler de troubles de dépendance. Sinon, pour le côté informel, c'est plus les amis qui vont être consultés comme ressources, puis à propos des mêmes motifs aussi, là, émotions, santé mentale et dépendance. J'en profiterai, Joël, pour dire pour ceux qui se demandent là, s'ils ont à prendre des notes, c'est des documents qu'on enverra par la suite à partir de la liste des inscrits aussi. Là. Ça ne vous empêche pas de prendre des notes, mais vous aurez les présentations aussi. Oui, merci. Donc, pour continuer dans les références, parmi les facteurs prédisposants, donc le sexe est associé au non-recours aux services, tant le soutien professionnel que le soutien informel. Les hommes âgés de 15 à 29 ans ont une propension plus élevée que les femmes à ne pas consulter de professionnels de la santé, ni de ressources non plus. Les jeunes qui considèrent qu'ils n'ont pas un niveau élevé de détresse psychologique et ceux qui ne présentent pas de troubles de santé mentale ou qui ne savent pas qu'ils souffrent de troubles de santé mentale sont plus susceptibles de ne consulter aucune de ces ressources non plus et de ne pas aller de poser de questions, que ce soit formelles ou informelles. Les jeunes recherchent également de l'information sur la santé mentale à travers les réseaux sociaux. Ces médias font également partie de la catégorie des ressources qui sont informelles. C'est cependant difficile pour eux de discerner si l'information trouvée est valide et adaptée à leur situation. Souvent, ce qu'on va trouver sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui vont partager leur vécu, leurs émotions, et puis qui ne vont pas nécessairement aller faire des recherches sur ce qui est valide ou ce qui peut être plus comme professionnel. Donc, c'est comme facile d'aller trouver réponse à tes questions, mais que ça ne sera peut-être pas la bonne réponse qui va être trouvée à ce moment-là là, par les réseaux sociaux. Quand on parle d'anxiété chez les jeunes, bien, présentement, à partir de l'âge de 16 ans, il y a 50% d'entre eux qui présentent des symptômes d'anxiété ou de dépression modérée à sévère. Et puis, il y a 1 jeune sur 4 qui a eu des idées suicidaires ou d'automutilation dans la dernière année. Les données ne se sont pas plus améliorées là, depuis 2020-2021. Ça a été sensiblement pareil. C'est un phénomène qui est en hausse, notamment chez les cégepiens. La pandémie a gravement nui à leur santé physique et mentale et même a diminué la motivation et l'envie, les apprentissages scolaires également.
c'est vraiment important. Nous devons porter une attention particulière aux groupes de jeunes qui sont plus à risque de développer aussi une détresse psychologique. C'est également super important d'outiller les parents pour déceler les signes précurseurs de cette détresse-là, parce que les chiffres sont vraiment très préoccupants présentement. Joël, Oui. j'ai une question ici. Il y a quelqu'un qui dit que je ne suis pas sûre de comprendre de quel volet du sexe tu parlais. Pourrais-tu davantage spécifier, s'il vous plaît? Quelle section exactement pour le sexe? Je ne comprends pas la question. Peut-être que Julie elle pourrait préciser sa question. Oui. Il y a peut-être 2 diaporamas de ça. Ou un, là. J'ai comme mal suivi le changement, là, mais... OK. Attends un petit peu, je vais reculer. C'était-tu par rapport aux statistiques? C'était celui-là qui venait de passer, en fait. Celui-là? L'autre avant. Celle-là. Voilà, exactement. Ça. Voilà, celle-là. OK, attends un petit peu. Ce qu'on disait, en fait, c'est que c'était les hommes qui consultent moins que les femmes, qui vont moins consulter des professionnels ou des ressources informelles. En fait, c'est plus ça, la phrase. OK, donc ça n'avait pas rapport nécessairement avec le fait de gamer ou ça, oui? Non, pas nécessairement. C'est vraiment ce qui est plus typique. Ça va être que les hommes, ils ne vont pas consulter, puis les femmes vont aller chercher des réponses à leurs questions. OK, fait que c'est une formule plus générale. Oui, merci. Tout à fait. De rien. Donc, je vais retourner. Donc, je venais de parler de l'anxiété. Donc, ensuite, pour l'isolement chez les jeunes, donc l'isolement social, ça réfère à un manque d'interaction sociale en raison de divers facteurs socio-psychologiques ou physiques. Par exemple, lorsqu'une personne réduit sa participation sociale ou ses contacts avec d'autres personnes, qu'il en résulte de la solitude ou d'autres problèmes émotionnels ou physiologiques, c'est une carence en contact interpersonnel. L'isolement, ça peut amener de l'anxiété, ça peut amener différentes dépendances, des troubles alimentaires, des maladies mentales. L'isolement qui est subi, donc ça va conduire la personne à éprouver un sentiment de solitude, d'abandon ou de souffrance. À l'inverse, l'isolement peut être recherché par la personne, généralement de façon temporaire, soit pour rechercher plus d'intimité, pour prendre ses distances d'une situation particulière, pour supprimer la sollicitation externe pour mieux se concentrer, par exemple la rédaction d'un travail universitaire. Une exposition à long terme à ce type d'isolement peut également amener la personne à souffrir des mêmes symptômes que l'isolement subi, même si au départ, les caractéristiques n'étaient pas pareilles. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que il va y avoir un peu ces 2 types d'isolement-là qu'on va retrouver chez les gamers. Donc, les gens qui vont s'isoler volontairement parce que ils vont vivre de l'anxiété, parce qu'ils vont vivre de l'intimidation, et puis qui vont un peu se cacher dans les jeux vidéo. Et puis, tandis qu'il y en a d'autres qui vont vraiment être isolés aussi pour différentes raisons, mais qui ne seront pas leur choix à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, ces gens-là, ils cherchent à combler leurs besoins socio-affectifs. Puis pour y parvenir, ils se sont tournés vers Internet, vers les jeux, puis les plateformes d'échange avec les gens. Ça leur permet d'avoir accès à discuter en temps réel avec des êtres humains. Les jeux vidéo, ça peut aider certaines personnes à compenser des besoins relationnels déficitaires. Ça peut permettre de trouver un lien d'appartenance, de s'affirmer, de développer des compétences, rechercher du plaisir, fuir des situations problématiques. Donc, on peut, ce qu'on parlait tout à l'heure quand on parlait d'isolement. Bref, les jeux, ça peut aussi constituer une façon pour la personne de se structurer. Il y a 2 commentaires que j'ai ressortis. En fait, le premier commentaire, c'est provenant d'un jeune. Donc, qui dit « Des jeunes vont jouer à des jeux vidéo, ils vont se valoriser. » C'est comme une espèce d'affirmation aussi. Tu sais, la fille qui est potelée puis qui ne pogne pas, elle va s'affirmer, elle va se valoriser. Les phobies, on met ça de côté parce qu'on est dans un environnement où on est sécurisé et ça vient répondre à ces besoins-là. Donc, justement, les gens qui vivent de l'intimidation, qui sont plus anxieux, qui sont plus introvertis, qui ont de la difficulté à avoir des relations avec les autres, ça va être beaucoup plus facile pour eux d'y aller via soit les réseaux sociaux ou d'y aller via les jeux
parce que tu es comme caché derrière un personnage, derrière un pseudonyme. Et puis, c'est plus facile à ce moment-là de s'affirmer et puis de s'exprimer aussi. Il y a un intervenant. Oh, oui. Joël, il resterait à peu près 3 minutes. Oui, je me dépêche. L'intervenant qui dit le jeune avec qui je travaille, il fait partie d'une guilde à l'école, lui, ça ne fonctionne pas, il casse les pieds de tout le monde. Mais quand il fait partie de sa guilde et qu'il se retrouve avec eux autres, ben là, c'est merveilleux, puis il se réalise. Fait que c'est d'autant plus une partie importante aussi chez les gamers. Vite, les demandes d'aide des gamers, à quoi ça peut ressembler? Donc, dans la dernière année, à l'abri du gamer, on a répertorié un peu les données de ce pourquoi les gens ils venaient nous consulter. Donc, on remarque que la moitié des gens, en fait, sont venus consulter pour des problèmes d'anxiété. Donc, que ce soit nouveau ou que ce soit que leur truc ne fonctionne plus pour gérer leur anxiété. Ensuite, les problématiques de suicide, problématiques émotionnelles qui sont revenues beaucoup. Et puis, la consommation également. Donc, il y a plusieurs raisons qui font que les gamers ils vont avoir aussi des problématiques. Mais on remarque que la cyberdépendance, par exemple, ne se trouve pas du tout dans ces données-là. Un dernier petit tableau que j'aimerais vous présenter, en fait, c'est une étude de marché qu'on avait faite. Donc, considérez-vous que le temps consacré aux jeux vidéo prend trop de place dans une journée? La plupart ont répondu non, chose que l'on s'attendait parce que c'est comme jamais assez de temps de toute façon. Et puis, une des dernières aussi, c'est si une ressource d'aide en santé mentale vous est offerte, est-ce que vous profiteriez de ce service? On a été quand même étonnés de voir la proportion des gens qui ont répondu non. Par contre, dans les réponses, c'était non, mais c'est intéressant à connaître. Pas pour le moment, mais ça pourrait être utile dans l'avenir. Je ne ressens pas le besoin, mais je reconnais la nécessité, ou je pense que ça ne m'aidera pas, ou j'ai de la difficulté à me confier, ou j'accepte difficilement l'aide externe. Donc, ça peut ressembler un peu, voilà les réponses qu'on peut retrouver. Donc, ça fait un petit peu le tour pour ce qui est du portrait des gamers. Merci beaucoup, Joël. Vous allez constater après, là, lorsque Joël et Elsa vont présenter ce qu'elles font, il y aura peut-être des réponses plus spécifiques sur l'abri du gamer. Elle nous a présenté des témoignages puis une étude de marché. Je pense que ça va contextualiser dans quel cadre elle a eu ces réponses-là. Donc, Patrick, j'ai bien vu ta question. Je pense que tu vas trouver réponse là, dans les présentations qui vont suivre. Mais je trouve ça intéressant que tu mentionnes que tu reconnais là, des discours de certains de tes jeunes. Je prendrais peut-être la question de Maude, puis ensuite on irait avec la présentation de Elsa. Gênez-vous pas pour mettre vos questions dans le chat, mais souvenez-vous aussi qu'on a une période là, pour questions d'éclaircissement après les 2 présentations par la suite. Maude. Oui, ben, dans le cas qui nous préoccupe, là, je parle en mon nom, mais aussi au nom de CHSSN. Est-ce que vous avez ces données-là par langue, par exemple, ou vous ne savez pas? Parce que nous, on tente de recueillir des données similaires auprès de nos jeunes d'expression anglaise, là, mais c'est ça. Est-ce que ça a été plutôt des données qui ont été recueillies at large, comme on dit, là? Pour ce qui est des premières données ou pour l'étude de marché? Pour l'étude de marché. L'étude de marché, en fait, c'est une étude que j'ai faite, moi, avant de démarrer l'organisme. Donc, qui a été faite quand même majoritairement en Mauricie parce que ça s'est quand même pas tant répandu, mais j'ai eu quelques personnes de quelques régions, effectivement. Mais avec 1 an de plus là, de l'organisme, on est beaucoup plus en mesure d'avoir plus de détails par région, puis tout ça. Puis je vais pouvoir vous les présenter un petit peu tantôt aussi dans la présentation de l'organisme. Parfait, merci. Super. Donc, on pourrait passer à la présentation d'Elsa. Parfait. Un instant. OK. Parfait. Donc, je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui, merci. Super. OK. OK. Donc, et voilà, de mon côté, je vais vous présenter le
portrait des différentes plateformes en ligne utilisées par les jeunes. Vous allez voir, c'est très coloré. Vous voyez qu'il y a beaucoup de différents médias sociaux. C'est ça qu'on s'en va voir justement plus en détail. Puis pendant que je fais ma présentation, essayez de garder en tête et de nommer, en fait, de vous dire quels sont ces médias sociaux que je connais, le nombre que vous connaissez, puis de vraiment voir est-ce que vous savez exactement à quoi ça sert. Et voilà. Donc, de quoi on parle quand on dit en ligne? En ligne, en distance, en virtuel, hein, c'est des synonymes qu'on a beaucoup utilisés dans les dernières années, pour le meilleur et pour le pire. C'est des synonymes pour indiquer qu'on n'est pas en présentiel, on interagit, on n'est pas en face à face avec une personne. Par contre, un élément qui est très important à savoir, c'est qu'on interagit quand même. C'est quand même un moyen de communication et que même si deux personnes sont réellement ensemble, ça veut dire qu'ils sont réellement dans la même pièce, par exemple, on pourrait quand même parler de communication en ligne. Donc, oui, il y a l'aspect face-à-face en présentiel. Par contre, même en présentiel, il peut y avoir de la communication en ligne. Un meilleur exemple, c'est via les textos, hein, où on vit ça parfois avec nos jeunes ou nos adolescents, ou avec l'utilisation d'un jeu vidéo en ligne. Donc, juste un instant de mon côté, j'ai un petit bug. Je vais juste corriger cela. Et voilà, parfait. Donc, justement, en ce moment, pour ceux qui connaissent Twitch, je suis en train de gérer l'utilisation d'un média social. Et voilà. Donc, quelles sont les différentes plateformes? C'est ça qu'on va explorer plus en détail. On va parler de plateformes de communication. On va parler de plateformes visuelles, auditives, textuelles. Donc, visuel, un peu comme aujourd'hui, on est sur Zoom. Zoom va vous permettre de partager des images, de pouvoir se voir. Il y a aussi Google Meet, FaceTime chez les plus jeunes, Snapchat. On va parler de plateformes auditives, ça veut dire avec la possibilité de ne pas se voir, mais d'avoir du son sans caméra. Exemple, Discord est bien connu pour cela. Ou par exemple, un médium de communication dans un jeu vidéo. Ça veut dire qu'on est en train de gamer, on peut se parler, mais on ne se voit pas parce qu'on est en train de jouer en même temps. Roll20, pour ceux qui connaissent le jeu de rôle, est un exemple aussi. On va parler de plateformes textuelles, les fameux textos, messages textes, Messenger, par exemple, qui est bien connu, mais aussi où est-ce qu'on peut mettre des images, mais qu'on ne va pas voir la personne, mais on va voir les messages, exemple Twitter, qui est un bon exemple. On va aussi parler de plateformes en direct, exemple Facebook Live, TikTok, les Instagram aussi, vidéos Instagram, les stories, YouTube Live ou Twitch, un peu comme en ce moment, et en rediffusion. Donc, rediffusion, ça veut dire qu'il y a un enregistrement qui a été fait, c'est rediffusé et les personnes peuvent quand même laisser des commentaires et il y a quand même une forme d'interaction. Donc, déjà, vous voyez que les médias sociaux, c'est assez complexe. Hein? Il y a beaucoup de choses. Ça peut être visuel, auditif, en direct, en rediffusion, les deux, aucun. Donc, c'est facile quand même de se perdre à travers ça. Puis, ce qu'on veut retenir, c'est que quand on utilise un média social, soit pour interagir, communiquer avec les jeunes ou pour connaître ce que nos jeunes utilisent, il y a différentes informations qui sont importantes à prendre en considération. Quelle est l'utilité des médias sociaux? C'est sûr, bon, il ne faut pas se détromper, ça reste que l'objectif principal, c'est quand même marketing. Par contre, si on enlève cette partie-là, sous-jacent à ça, la principale utilité, c'est la communication. Et c'est pour ça que ces formes de technologie sont devenues de plus en plus importantes dans les dernières années, notamment avec la pandémie, parce que c'est exactement ça qui a été limité. Joël en parlait bien tout à l'heure par rapport justement à tout ce qui est au niveau social et l'isolement. La communication est très importante, surtout dans le développement social affectif des jeunes et des adolescents. Alors, à ce moment-là, les jeunes vont se tourner vers les médias sociaux, les adultes aussi, mais ça devient un élément central de leur vie. Donc, un outil de communication, un moyen de vivre des activités, de socialiser.
Donc, les médias sociaux vont servir à plusieurs choses. Ils vont servir à faire du réseautage, autant réseautage professionnel comme sur LinkedIn, mais autant du réseautage entre amis ou entre collègues au travail ou entre gangs sportives. Ça va servir à faire des publications, ça veut dire s'exprimer, partir des blogs, partir des stories. Ça va servir à collaborer, ça va servir à partir des projets collaboratifs à l'international, à distance. Le jeu vidéo est inclus là-dedans aussi. Ça va servir à discuter. Ça veut dire soit en direct, en rediffusion, parler avec des gens qu'on connaît en vrai ou qu'on ne connaît pas nécessairement. Et ça va permettre comme je mentionnais, laisser aller une créativité, autant sous forme de projet sérieux ou de juste pour le plaisir de faire quelque chose. Donc ici, c'est toutes différentes sortes de médias sociaux ou plateformes qui sont utilisées dans ces objectifs-là. La communication. Maintenant, c'est quoi les effets des médias sociaux? On va parler bien sûr d'effets positifs, mais il y a aussi des effets négatifs. Je vais commencer avec les effets négatifs parce qu'on les connaît beaucoup. Dans la littérature scientifique, c'est surtout eux qui sont mis de l'avant parce que dès qu'il y a quelque chose de nouveau, on va d'abord avoir peur de la nouveauté, on va avoir une réticence avant de voir les effets positifs. Donc, baisse de qualité de sommeil, moins d'activité physique si on est devant l'ordi, devant son cellulaire, parfois la difficulté de concentration sur certaines tâches. Je ne sais pas, vous avez déjà essayé de vous concentrer à travailler sur un document tandis que vous écoutez de la musique puis que vous êtes en train de faire autre chose, regarder une vidéo YouTube en même temps. C'est utile de se concentrer. Mais aussi, il peut y avoir une augmentation des symptômes anxieux et dépressifs chez 12 à 14 % des utilisateurs, ce qui n'est pas nécessairement très grand. Là, c'est les données générales. Les effets positifs, amélioration des relations interpersonnelles, parce que oui, les médias sociaux servent justement à communiquer, augmentation des liens et des interactions sociales et exprimer son point de vue, ce qui est un élément très important chez les jeunes et les adolescents qui sont en pleine construction de leur identité. Maintenant, on parle des médias sociaux, mais c'est quoi les tops de médias sociaux, ceux qui sont les plus utilisés? Encore aujourd'hui, c'est Facebook avec 70 %, suivi d'assez près de YouTube, 64 % et de Instagram, qui est beaucoup plus bas, qui est en train de se construire tranquillement une place, mais qui est quand même de plus en plus utilisé par les jeunes, mais aussi par les entreprises. Donc, les utilisateurs, on le voit ici dans les données que c'est très, très proche, là. Peu importe les groupes d'âge, on est dans les adultes, mais peu importe les groupes d'âge, c'est assez proche. Et on va voir que les principaux utilisateurs, et ça, c'est surprenant, ça reste que c'est niveau collégial universitaire. Je vais en parler tout à l'heure au niveau collégial aussi. Donc, une des raisons aussi un peu le pourquoi, c'est que les jeunes, en fait, les jeunes qui sont arrivés en même temps que la popularisation des médias sociaux sont rendus maintenant des jeunes adultes au niveau du collège. Donc, ils ont vécu avec l'utilisation des technologies des médias sociaux, ça fait partie de leur quotidien. On pourrait refaire la même étude dans 10 ans et sûrement que les pourcentages seraient différents. Quels sont les différents médias sociaux? Je vais passer quand même rapidement sur les différents médias, mais c'est pour vous montrer la diversité de médias sociaux qu'il y a et quel est leur public cible, justement. Donc, le premier, si on commence avec le top 1, nous avons Facebook, qui, depuis fin octobre 2021, est appelé Meta. Donc, sous Meta, il y a Facebook, Messenger et Instagram. Ça permet de partager du contenu de tout genre, photos, vidéos, messages, entreprises, etc. Donc, ça pourrait être intéressant, on n'a pas le temps, mais ça pourrait être intéressant parmi vous tous de faire un petit sondage. Combien parmi vous n'ont pas Facebook ou ne connaissent pas Facebook? J'ai l'impression que ça risque d'être très minime. On verra. Deuxièmement, YouTube. YouTube permet de faire des clips vidéo et des rediffusions gratuits et qui sont bien accessibles à tous. Donc, c'est beaucoup utilisé de plus en plus par les jeunes. J'ai beaucoup en pratique clinique de jeunes qui utilisent YouTube pour faire des vidéos de maquillage, de danse, etc. Instagram, qui est surtout une application mobile, donc sur le cellulaire, qui permet de faire des partages de photos
avec des filtres, des trends populaires, des vidéos assez courtes. Messenger, donc qui est l'outil textuel de Facebook, mais qu'on peut aussi, depuis récemment, faire des vidéos chat, organiser même des conférences avec nos amis en ligne. WhatsApp, qui est à ce jour dans mes clients, par exemple, la plateforme mobile d'appel la plus utilisée par les jeunes adolescents. Donc, pas nécessairement Facebook, on ne parle pas de ça, on parle vraiment de WhatsApp, très populaire, les jeunes, les ados, moyen de communication et a été beaucoup valorisé dans les dernières années pour les travaux scolaires. Donc, j'ai beaucoup de jeunes qui utilisent pour faire leurs devoirs avec leurs amis. Donc, c'est assez intéressant. Ça favorise d'une certaine manière l'organisation dans les devoirs. TikTok, qui est la nouvelle fureur en ce moment, une application mobile très populaire chez les jeunes, les ados, des courtes vidéos avec de la musique, des effets spéciaux. Ça permet vraiment de laisser aller sa créativité. Et bien sûr, ça permet de faire aussi des trends populaires, ça veut dire des thématiques populaires très utilisées, de plus en plus utilisées aussi pour faire des vidéos éducatives. Snapchat, une autre application mobile, mais ici pour prendre surtout des photos, des vidéos très courtes, des discussions spontanées, mais le petit côté, c'est que ça permet de les effacer au fur et à mesure, beaucoup utilisé par les jeunes et les ados. Au départ, il y a eu une polémique parce que c'était utilisé pour un peu de l'hypersexualisation et autres, mais avec un encadrement, ça peut être un bon outil aussi. Les ados aiment bien cet outil-là parce qu'il y a un aspect privé par rapport aussi aux parents. Maintenant, dans les moins connus, on a Pinterest, qui est moins utilisé par les enfants. On parle plus de femmes adultes. Ça permet de faire des tableaux, d'épingler des photos et beaucoup connu pour les do-it-yourself, mode, cuisine, etc. Et Reddit, qui est un site d'actualité avec des photos, des buzz populaires, mais surtout utilisé par les 18 ans et plus parce que c'est facile de se perdre dans ce contenu-là qui est beaucoup moins encadré pour les jeunes. Twitter, partager des courts messages avec photos. On parle ici d'une utilisation beaucoup plus concentrée pour le milieu professionnel, un peu comme LinkedIn, parce que c'est juste du texte, c'est de l'écriture, c'est moins coloré, c'est moins attirant pour les jeunes. Et Discord, qui est beaucoup utilisé par les gamers, le jeu vidéo, parce que ça permet de justement de communiquer par vocal seulement pendant qu'on game. Ça permet de créer aussi des salons de discussion. C'est un outil aussi qui est beaucoup utilisé par les jeunes qui le connaissent, qui connaissent les jeux vidéo et qui veulent créer des groupes de discussion avec leurs amis, avec les serveurs privés, entre autres. Il nous resterait autour de 3 minutes, Elsa. Super. Alors, maintenant, c'est quoi être un streamer? Pour ceux qui ne connaissent pas Twitch, comme je le mets, Twitch est une plateforme de diffusion en direct. Ça veut dire que ça permet de chatter avec les gens. Donc, les gens nous écrivent, regardent ce qu'on fait. Exemple, nous regardent jouer à des jeux vidéo, regardent une conférence, etc. Et les personnes qui sont gamers ou les personnes qui présentent sur Twitch vont être ce qu'on appelle des streamers. Donc, les streamers permettent de faire plein de choses. C'est surtout connu, ça a été popularisé pendant la pandémie pour l'aspect gaming. Ça veut dire on joue à des jeux vidéo, on regarde une personne jouer puis on interagit. Mais c'est aussi de voir tout le potentiel. C'est aussi utilisé pour discuter, pour faire de la création, pour faire de la diffusion de contenu, de formation, d'enseignement sur toutes sortes de thématiques. Donc, qu'est-ce qui est utilisé par les streamers, notamment Twitch, qui est beaucoup populaire en Amérique du Nord, mais il y a toutes sortes aussi d'autres réseaux et communautés qui sont utilisés. Twitch, en fait, on va vous en parler un peu plus en détail, notamment l'Abri du Gamer l'utilise pour leurs interventions. Alors ici, qu'est-ce qu'un gamer? Un individu dont sa passion et ses intérêts est de jouer à des jeux. Et j'inclus ici jeux de rôle, jeux de société, grandeur nature, tout ce qui est un jeu. Et ce qu'on va appeler un jeu, c'est un système, en fait, qui, à l'aide d'un dispositif audiovisuel ou technologique, qui raconte une histoire.
Donc, on raconte une histoire, on interagit avec le jeu et on interagit aussi parfois avec les autres joueurs. Ce qui fait en sorte que c'est un aspect très communicationnel, socialisation, interaction. Ça permet beaucoup de faire de l'apprentissage sous-jacent au jeu, notamment le jeu vidéo. Je vous présente ça, je ne vais pas vous le dire en détail, mais c'est juste regarder le nombre de styles de jeux vidéo qu'il existe. Donc, souvent, on a l'impression qu'il y a les bons, les mauvais jeux vidéo, mais on se rend compte qu'il y a toutes sortes de jeux vidéo. Ce qui fait en sorte que souvent, ce que je mentionne, c'est qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais jeux vidéo. On va surtout parler de jeux bien ou moins bien adaptés. Et ici, je vais passer rapidement sur cette partie-là, mais c'est de voir que autant Minecraft que Grand Theft Auto, qui sont deux jeux totalement différents, peuvent être adaptés selon l'âge de l'enfant, selon les besoins, selon l'attitude ou le tempérament. Et on veut garder ça en tête quand on fait de l'intervention avec les jeunes, de garder en tête que si eux, ils aiment quelque chose, un média social, une plateforme ou un jeu vidéo, on va essayer plutôt de comprendre le pourquoi plutôt que de tout de suite dire si c'est bon ou mauvais. Parce qu'il y a toujours un apprentissage, il y a toujours un gain pour le jeune lorsqu'il va utiliser un jeu vidéo, par exemple, ou un média social. Et je termine là-dessus. Super, merci beaucoup. Il y a eu quelques questions, commentaires dans le chat. On pourrait les prendre, puis prendre un petit moment pour vos questions, commentaires avant de passer plus spécifiquement sur les présentations de nos deux organismes. Donc, Eliane parlait que dans les effets négatifs, il y avait aussi la question de l'intimidation, les sextos, le manque de respect au niveau de la communication. Est-ce que Joël ou Elsa, vous avez le goût de réagir à ça? Excuse-moi, je n'ai pas bien compris la question. C'est quoi exactement la question? Que dans les effets négatifs, il y aurait aussi toute l'intimidation, les sextos, le manque de respect au niveau de la communication. Oui, effectivement. Donc, c'est sûr, dans les effets secondaires qui ont été nommés, c'était très général, on s'entend, mais il y a plein de choses qui peuvent arriver aussi. L'hypersexualisation, les sextos mal encadrés, la cyberintimidation peut être aussi présente. Donc, il y a toutes sortes de choses lorsque c'est mal encadré qui peuvent arriver. Dans les effets secondaires, les effets négatifs, on essaie toujours de voir santé physique, santé mentale, environnement et relations sociales. Donc, pour faire un portrait des impacts. Parfait. Il a aussi été mentionné qu'il y a le risque au niveau de la porno avec Reddit. Snapchat, même si le jeune a effacé sa photo, ce n'est pas tout de même sur un cloud quelque part. La question de la confidentialité puis de l'accumulation des données, je pense que c'est aussi une préoccupation. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus, Joël ou Elsa. Je pense que l'importance, ça se fait de plus en plus, je pense, dans les écoles, mais il y a aussi des organismes qui le font, c'est de vraiment sensibiliser justement sur ça. Et autant chez les enfants, les ados que les adultes, aussi simple que autrefois, la caméra allumée, on se promenait dans la maison, on ne faisait pas attention. Aussi simple, la caméra du cellulaire aussi, on n'y pense pas, mais il y a toutes sortes de moyens de sécuriser les choses. Puis en tant que soit parent ou intervenant, il y a toujours une petite partie d'éducation aussi à soi-même, aller se renseigner par rapport à ça, mais une éducation aussi à faire à nos jeunes pour les sensibiliser par rapport à ça, parce que oui, chaque fois qu'on décide consciemment de publier quelque chose, il faut garder en tête qu'il y a une partie qui ne nous appartient plus et il y a une partie qui est accessible par toutes sortes de gens bien ou mal intentionnés. Donc, c'est quelque chose de tellement omniprésent dans la vie de tous les jours qu'on n'y pense plus nécessairement, mais il y a ça aussi à prendre en considération. Quand je vous disais que notre formation était très, très large, je pense que juste ce sujet-là en soi pourrait faire l'objet de plusieurs discussions, mais disons qu'on a quand même couvert le sujet. Merci de l'avoir mentionné, la notion de la confidentialité. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires sur ce qui vient de nous être présenté? Ça va pour l'instant. On a hâte de toute façon d'entendre. Bon, mais à partir de ce portrait-là, à partir de cet état de fait-là, il y a des pratiques émergentes. Puis moi, j'ai été très
très curieux de les apprendre, puis je suis très content maintenant de connaître ce que font l'Abri du Gamer puis Ludipsy. Fait que je pensais que ce serait intéressant qu'on vous le partage avec vous. Puis on réfléchira ensemble sur qu'est-ce qu'on fait avec ça, y a-t-il des possibilités de suite, de collaboration. Donc, à vous la parole. Oui, je vais y aller, je vais vous repartager mon écran. Donc, voilà. Donc, comme je disais, je suis directrice de l'Abri du Gamer, donc qui a débuté l'année dernière. On a commencé nos activités le 12 mai, donc 2021. On approche dans 2 jours, en fait, ça va faire un an officiellement que l'organisme est incorporé au Québec. Donc, je vous présente ça. En fait, notre mission, c'est d'offrir un espace sécuritaire virtuel et offrir du soutien psychosocial en ligne à travers les jeux vidéo pour permettre à la communauté de verbaliser à des professionnels leurs problématiques de santé mentale, leurs soucis ou leurs questionnements en lien avec les différentes sphères de leur vie. Comme on a vu tout à l'heure que les gamers, ils sont une catégorie de gens qui sont parfois plus isolés. Ils ne consultent pas dans les services déjà existants des organismes ou du réseau de la santé. Donc, le but, c'est d'utiliser leurs moyens de communication pour qu'ils aient accès à un premier contact avec un intervenant et puis ensuite qu'on puisse les référer à des services spécialisés qui sont déjà existants dans les organismes communautaires ou dans le réseau de la santé. Donc, on utilise les réseaux sociaux pour faire ce premier contact et plus particulièrement avec Twitch et Discord qu'on a parlé un petit peu plus, mais que je vais vous présenter visuellement là aussi. Donc, notre accessibilité, comme c'est sur Internet, c'est disponible à travers le Québec. Il y a 5 jours par semaine, donc du mercredi au dimanche, qu'il y a des intervenants qui sont disponibles de 19h à 23h le soir. Et puis, pour me rejoindre, en fait, c'est possible par courriel, par les réseaux sociaux. Voilà. Donc, nos services, tout d'abord, c'est un service d'aide à briser l'isolement sur les plateformes des gamers. Donc, c'est d'offrir un espace pour la communauté pour pouvoir discuter avec les intervenants, oui, mais pouvoir aussi discuter entre eux, puis pas nécessairement de jeux, mais pour partager leur hobby. On en a qui font du dessin, on en a qui font de la musique, qui partagent des photos de chats. Donc, tu sais, c'est vraiment d'avoir un espace de partage où les gens peuvent se connaître. Il y a des amitiés qui se sont créées à partir de ça aussi. Puis d'offrir cet espace-là aussi de façon sécuritaire à ce qu'il n'y a pas personne qui vient, des trolls qu'on appelle, qui vont venir dire des méchancetés ou qui vont venir insulter les gens. C'est une chose qui n'est pas admise chez nous, donc on offre vraiment un espace sécuritaire de cette façon-là. Sur le Discord, ils peuvent aussi trouver différents outils, des ressources puis des références en lien avec la santé mentale. Le deuxième service, c'est aide écoute référence. Donc, quand on fait des diffusions sur Twitch, quand l'intervenant se filme live sur Twitch, c'est toujours une occasion pour faire une intervention de groupe avec les gens. Donc, il y en a qui viennent nous partager sur le chat. Donc, quelque chose qui s'est passé dans la journée, ils viennent nous partager des émotions, un sentiment. Donc, c'est toujours une bonne raison pour revenir là-dessus puis pouvoir faire une intervention avec les gens, et où il y en a d'autres qui vont nous partager aussi leur vécu par rapport à ce qu'on discute. Si la personne n'a pas envie de discuter avec le groupe, il y a toujours la possibilité de pouvoir discuter en privé avec un autre intervenant qui est en poste. Donc, ça permet à la personne de ne pas exposer ses propos, puis de pouvoir, c'est toujours en gardant l'anonymat aussi. On ne voit pas son nom, on a son pseudo seulement, puis les gens nous font confiance aussi à force de venir nous voir. Donc, ici, c'est la première plateforme, donc c'est Twitch, c'est le visuel de la plateforme Twitch. Donc, on voit en gros plan le jeu que l'intervenant est en train de jouer. En bas à droite, vous avez la caméra de l'intervenant, donc tout le monde peut le voir, puis il va parler avec les gens. Puis, à droite complètement, vous avez le chat. Donc, c'est où les personnes écrivent. Donc, c'est facile pour l'intervenant de suivre ce que les gens lui disent. Puis, il y a juste à répondre vocalement ensuite aux questions que les gens lui posent. Donc, le jeu, c'est vraiment
une façon d'attirer les gens pour venir nous voir. On ne va pas se servir, nous, du jeu pour faire des interventions. C'est vraiment juste un prétexte pour dire « Ah, ben moi, j'aime ça, ce jeu-là, je vais aller voir. » Puis, ah, ben finalement, on finit par parler de santé mentale parce que ben, on est un organisme qui fait ça. Joël, est-ce que Oui. vous êtes en mesure de faire des interventions en anglais? J'ai certains intervenants, oui, qui parlent en anglais. Donc, oui, ça peut être possible. Oui, effectivement. Merci. Même si on est majoritairement en français, ça peut être possible en anglais aussi. Donc, ça, c'est pour Twitch. L'autre, qui est Discord et qui est une plateforme de messagerie. Donc, vous voyez à gauche complètement qu'il y a différents salons. Donc, c'est écrit général, meme, clip, stations, animaux. Donc, c'est différents salons où les gens peuvent aller partager justement sur ces sujets-là. Il y en a plusieurs, mais là, je ne pouvais pas toutes les montrer à l'écran. Puis, vous voyez en haut complètement, c'est écrit aide, référence et demande d'aide. Donc, la personne peut aller sur ce salon-là et puis dire j'ai besoin de parler à un intervenant. Puis, à ce moment-là, ben, l'intervenant va aller le prendre, l'amener dans un salon privé pour pouvoir discuter avec la personne, donc soit de façon textuelle, de façon vocale ou par vidéo. Ça ressemble à ça pour le Discord. Ensuite, on a des demandes d'aide aussi qui peuvent provenir des proches. Donc, s'il y a des gens qui ont des questionnements par rapport à leurs enfants ou par des amis, des membres de la famille. Donc, on a reçu une demande par Facebook et 3 demandes par courriel qui provenaient de gens qui désiraient aider un membre de leur famille. L'aide aux proches est un service qu'on désire développer plus en profondeur là, dans la prochaine année. Puis finalement, on a aussi un service d'animation et de prévention en santé mentale. Donc, à peu près une fois par mois, on organise un atelier spécialisé sur Twitch. Donc, il y a un professionnel de la santé qui vient nous voir faire une entrevue. Donc, à date, on a discuté de deuil, de suicide, cyberintimidation, cyberprédation, dépendance aux jeux vidéo et aux écrans. Et la semaine prochaine, on a un atelier sur la dépendance aux drogues et alcool. Donc, après ça, ces entrevues-là, ils sont enregistrés. Puis, ils sont mis aussi sur notre chaîne YouTube. Donc, quand les gens viennent nous parler de différents sujets, bien, s'il y a quelqu'un qui vient me voir puis qui vit un deuil, bien, on peut lui dire, bien, écoute, tu peux aller sur notre plateforme YouTube aussi puis aller écouter l'entrevue qu'on a faite avec quelqu'un qui est spécialisé dans le deuil. Ça peut apporter d'autres pistes de solutions en même temps que ce que nous, on donne. Donc, on se réfère à ça également. Dans nos collaborations, donc, on travaille avec le ROBS. Donc, on fait partie d'un chantier avec TDAH Autisme Mauricie, parents partenaires. Donc, c'est un chantier qui permet l'échange, l'entraide, la concertation et la consultation des groupes là, entre nous pour être capable de voir un peu l'état de la situation, où on en est rendu et tout ça. On travaille aussi avec le Centre de prévention suicide de Drummondville, donc avec qui ils nous ont offert en fait la formation intervenir auprès de la personne suicidaire à l'aide de bonnes pratiques. Donc, tous les intervenants de l'abri sont formés pour intervenir en cas de crise suicidaire. De plus, le CEPS aussi offre la formation de sentinelle à la population. Donc, on a un partenariat qui fait qu'eux vont offrir cette formation-là à la communauté. Dans un deuxième temps, nous, on va offrir un atelier de suivi, donc comment bien jouer son rôle de sentinelle en ligne. Donc, on va adapter vraiment pour les réseaux sociaux et aussi pour le réseau de l'abri et pour le réseau de Twitch, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des propos suicidaires sur Twitch. Donc, ce qu'on veut, c'est d'être capable d'avoir des gens qui vont être capables d'agir dans ces moments-là. Et puis, il y a le projet Air ouverte, donc, qu'on a créé cet atelier aujourd'hui, et plus encore, peut-être, on ne le sait pas. Ça va dépendre de vos réponses tantôt. Puis, il y a Ludipsy aussi, que je n'ai pas écrit, que j'ai oublié, puis que je m'excuse, mais avec qui on a fait aussi une entrevue sur sa chaîne déjà, puis le projet d'aujourd'hui. Donc, j'ai mis comme mes statistiques à jour là, la semaine dernière. Donc, ce qu'on peut relever de notre première année d'exercice, c'est on va rechercher vraiment plus les hommes en ce qui est entré à l'identité de genre et surtout la tranche 20-25 ans. Donc, c'est comme vraiment la catégorie cible qu'on avait au départ et c'est vraiment la catégorie de gens qu'on va rechercher, donc les hommes 20-25 ans.
Pour ce qui est de la région sanitaire, il y a vraiment plus de gens, Mauricie-Centre du Québec. Je pense que c'est parce que je fais partie de cette région-là. Le projet a parti là. Donc, il y a plus de gens qui sont au courant, je pense, dans la région qu'ailleurs. Mais de plus en plus, on commence à avoir des gens d'un peu partout au Québec, puis même, je peux dire, la francophonie. On a des gens même d'autres pays francophones qui viennent nous voir. Puis, un peu comme je vous avais présenté tout à l'heure, donc présentement, en date de la semaine dernière, on a eu un total de 107 interventions dans la dernière année, majoritairement sur l'anxiété, comme je vous disais tantôt. Mais sinon, c'est aussi beaucoup le besoin de parler, de ventiler sur des choses qui sont arrivées dans la journée ou qui arrivent dans leur vie, qui n'ont pas personne à qui en parler. Parler des émotions, la gestion des émotions, des situations familiales, la relation avec les autres, c'est vraiment ce qui va revenir le plus souvent dans les discussions qu'on a avec les gens. Et donc, voilà, ça fait un peu le tour de ma présentation. Parfait. Merci beaucoup, Joël. De rien. Elsa, maintenant. Voilà, oui. Donc, j'ai mis le lien aussi de la page Facebook de l'Abri du Gamer dans le chat, si vous voulez aller voir en direct pour les suivre. Donc, de mon côté, je vais aussi faire un petit partage d'écran. Donc, juste un instant. Voilà. Et... Excusez-moi, encore une fois, de mon côté, je gère deux choses. Et voilà, parfait. OK. Donc, je me représente. Mon nom, c'est Elsa Bray-Dussault. Donc, je suis psychologue clinicienne. Psychologue clinicienne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fait mon cheminement, donc mon baccalauréat. J'ai fait aussi une maîtrise en communication internationale pour le plaisir et mon doctorat en psychologie. Et en ce moment, je travaille depuis 2 ans comme psychologue en Montérégie, donc sur la rive sud de Montréal. On ne l'a pas nommé tout à l'heure, donc je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui êtes de la région. Mais je travaille aussi en ligne. Pourquoi? Parce que j'ai dû m'adapter, bien sûr, avec la pandémie. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé le fait que dans les clients avec qui je travaille, il y a des gamers. Il y a également des populations plus éloignées, donc avec les personnes autochtones, par exemple, qui n'ont pas nécessairement l'accès justement à des ressources. Mais je travaille aussi beaucoup avec les communautés LGBTQ+, qui sont aussi des utilisateurs beaucoup de jeux vidéo. Donc, ça fait en sorte que juste l'utilisation du virtuel, de l'intervention en ligne est très favorable de mon côté. J'ai trouvé que c'est une belle expérience d'adaptation et aussi l'importance de bien connaître tout ce qui est technologie, médias sociaux pour augmenter justement en tant que professionnel mon niveau de connaissance générale, la culture populaire qui est de plus en plus présente en fait. Donc, de comprendre qu'en tant qu'intervenant ou que professionnel, c'est important de connaître ce que les jeunes connaissent pour être capable de parler le même langage qu'eux, mais aussi de pouvoir mieux interagir avec eux. Donc, étant moi-même gamer, joueuse de jeux de société, de jeux vidéo, de jeux de rôle, de grandeur nature, etc., depuis un certain temps, je travaille à essayer de promouvoir l'utilisation des jeux vidéo et des jeux en général dans les interventions en santé mentale, entre autres. Donc, c'est ce qui m'a amené à fonder Ludipsy, une plateforme sur la santé mentale et la ludification, qui est l'utilisation des jeux en intervention, entre autres, qui offre des ressources en santé mentale, en gamification, pour les professionnels de la santé. Donc, intervenants, intervenantes, je donnais une formation lundi, excusez-moi. Je donnais une formation lundi justement sur le rôle des jeux en évaluation et en intervention auprès des jeunes et des adultes. Et il y avait des travailleurs sociaux, des orthopédagogues, des éducateurs spécialisés. Donc, c'est vraiment aller chercher toutes les personnes impliquées qui travaillent avec les jeunes pour sensibiliser et former à l'utilisation des jeux et
par le fait même un peu de la technologie et des médias sociaux, parce que quand on parle de jeux, ça inclut aussi, par exemple, les jeux sur son cell, les applications mobiles, mais également, comme Joël l'a bien nommé, je fais des entrevues avec des personnes qui sont impliquées dans le domaine du jeu, des créateurs de jeux. L'objectif étant ici je vais partager mon écran, et voilà, de partager le plus possible les connaissances en lien avec les jeux et la santé mentale et le bien-être. Donc, sous format d'articles, de podcasts, de vidéos, de partage d'expériences, j'essaie de partager le plus possible l'information. Maintenant, de plus en plus, j'organise aussi des formations, des conférences pour les professionnels ou les parents. Donc, les professionnels en santé mentale, les utilisateurs de jeux qui veulent intégrer des concepts en santé mentale à travers leur gaming, notamment, entre autres, aussi démystifier qu'est-ce que c'est que la santé mentale, parce que dans certains jeux vidéo, par exemple, des représentations de la santé mentale ne sont pas nécessairement très réalistes. Donc, on se fait parfois une image, OK, qu'est-ce que c'est qu'une personne dépressive, une personne schizophrène? C'est très exagéré. Donc, c'est de ramener à la réalité par le processus même d'acceptation aussi, puis de normalisation de la santé mentale, et de mettre aussi en valeur les joueurs, de démontrer qu'il n'y a pas juste des effets négatifs à jouer, il y a beaucoup d'effets positifs, et de voir comment ça peut être valorisant d'être joueur. Une des choses qu'on me nomme souvent de la part de mes clients en rencontre, c'est à quel point c'est difficile pour eux de trouver des professionnels, que ce soit médecins ou psychologues, qui les acceptent et les comprennent. Donc, souvent, on me dit, tu es la première personne à qui je peux parler de ça. Et c'est dommage d'une certaine manière parce qu'il n'y a rien de mal à faire du jeu de rôle, il n'y a rien de mal à jouer aux jeux vidéo. Par contre, c'est encore quelque chose qui est parfois tabou, parfois encore moins bien perçu. Il y a beaucoup de préjugés, de stéréotypes associés à ces populations-là. Donc, l'objectif principal ici, c'est de bien s'informer pour augmenter ses connaissances et augmenter ses compétences. Donc, en ayant l'information, ça permet de mieux comprendre les choses, et en ayant la compréhension, on permet d'être plus dans l'acceptation. Et l'acceptation, c'est la clé d'intervention avec toute population, mais entre autres les jeunes qui ont énormément besoin de ça, l'acceptation et la valorisation de leurs intérêts et passions en général. Donc, rapidement, je vais juste vous montrer mes sites et je vais faire ça. Parfait. Alors, je vais vous partager mon écran ici. Donc, si jamais vous voulez voir, je vous invite, c'est mon petit moment pub, désolée, je vous invite à aller voir le blog que j'ai mis sur pied il y a 2 ans. Donc, on a différentes choses. J'ai créé des petites fiches éducatives avec des définitions de qu'est-ce que c'est justement être gamer, qu'est-ce que c'est Twitch, très court. J'ai des articles que je fais. En espérant, hop, et voilà. Différents articles, notamment si vous aimez les jeux de société, j'adapte des jeux de société existants, puis je les adapte pour différentes populations. Donc, par exemple, ici, le jeu Crazy Tower. Donc, on parle de jeux de société, mais que j'ai adapté pour, par exemple, des plus jeunes. Donc, l'adaptation de jeu, c'est très intéressant parce que ça permet de vraiment utiliser des sources déjà existantes puis de les mettre au niveau, puis de les intégrer dans l'intervention. Pas juste en psychologie, ça peut être travail social, psychoéducation, orthopédagogie également. Une chaîne de podcasts, si vous aimez, comme moi, écouter des podcasts en marchant, donc l'été arrive, donc c'est toujours plaisant. Puis je fais des podcasts surtout avec des personnes impliquées dans le domaine de tout. Donc ici, engagement social, jeux de société, violence dans les jeux vidéo par un chercheur universitaire, Maud Bonenfant, que je vous invite à aller vous informer, le groupe Homo Ludens à l'UQAM, qui est une professeure qui a cofondé la maîtrise en études sur le jeu vidéo, donc très pertinent, très intéressante. Et aussi sur ma chaîne YouTube des différentes vidéos. Donc, qu'est-ce que c'est que le trouble d'adaptation? Qu'est-ce que c'est que les crises de panique? Donc, pour rendre ça le plus ludique possible. Et également, si jamais vous voulez avoir un peu plus d'informations sur la psychologie en tant que telle, puis qu'est-ce que c'est, les différentes formes de thérapie, j'ai mis en place justement un petit site Internet qui donne de l'information sur les différentes ressources qui peuvent être offertes. Et me voilà, moi-même.
Donc, je pense que j'ai terminé là-dessus pour laisser le temps pour autre chose. Puis, n'hésitez pas à me poser des questions au besoin. Un gros merci à vous deux. Ben là, c'est ça. Là, on a eu quelques réactions dans le chat. Les gens trouvent ça bien intéressant de connaître cette ressource-là, de ce qui se fait. Là, la parole est à vous. Dans le fond, c'est une période d'échange. Peut-être, moi, je peux briser la glace. Moi, quand j'ai appris ça, c'est un monde qui s'est ouvert, là. Dans le fond, surtout au niveau de la question de rejoindre ceux qu'on ne rejoint pas d'habitude. Sont où, c'est qui? Je trouvais que dans ces ressources-là, il y a une partie de la réponse, à tout le moins. Donc, je vous laisse la parole. Soit vous avez des questions, soit des commentaires, soit vous dites, nous, on fait déjà un bout de ça. Nous, on a déjà trouvé telle solution. Je sais qu'il y a des gens autour de l'écran, là, par exemple, Centre de prévention de suicide, des gens peut-être des CRD, des CIS qui ont quelque chose à rajouter. La parole est à vous, juste en levant votre petite main. J'aimerais peut-être juste répondre à une question qu'il y avait eu de Amy Bilodeau. Donc, il disait, si la personne est en crise suicidaire, est-ce que l'intervenant peut connaître leur endroit à part leur demander? On a commencé à travailler avec les postes de police et la SQ pour être capable de se définir un protocole de, justement, si la personne ne nous donne pas ces informations, comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver ces personnes-là? Donc, c'est sûr que la première option, c'est toujours de leur demander au moins son numéro de téléphone pour qu'ensuite les policiers puissent le localiser. Sinon, c'est toujours possible avec la SQ d'être capable de retracer ce qu'on appelle l'adresse IP, donc qui est un peu comme l'adresse de l'ordinateur, si on veut. Et puis, ils peuvent retrouver les gens aussi à partir de ça. Donc, on est en train de se bâtir un guide justement pour les intervenants de comment réagir dans ces situations-là. Merci, Joël. Maude. Oui, d'ailleurs, c'est un peu pour faire du pouce sur ma collègue, là, Amy Bilodeau, qui a dû quitter. En fait, nous, c'est clair qu'il y a plein de choses qui nous popent dans la tête. Là. Nous, on travaille. Moi, je travaille pour un organisme communautaire qui travaille auprès de la communauté anglophone de la Naudière. Et le CHSSN, c'est comme un gros réseau des 25 organismes communautaires anglophones au Québec. Donc, c'est sûr que quand on parle des gens qu'on ne rejoint pas, ben nous, on fait partie du 13 quelques % là, du Québec qui sont d'expression anglaise, qui se sentent très rarement concernés par les services. Parce que, à cause de la barrière de la langue, évidemment. Donc, tu sais, moi, je vois tellement des portes s'ouvrir, là. C'est clair qu'on va devoir se reparler dans les prochaines semaines pour voir comment on peut s'arrimer tout ça parce que c'est clairement pertinent. Je suis d'ailleurs surprise que nos collègues des organismes anglophones de la Montérégie ne sont pas ici aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils vous connaissent. Ils sont 3 organisations anglophones dans la Montérégie, entre autres, qui sont très actifs là, au sein de la communauté, collaborent aussi avec le CIS et tout ça. Bref, c'était un commentaire, mais aussi plein d'idées qui. C'est clair qu'on devrait garder contact. Puis je pense qu'il y a plein de choses à faire. Nous aussi, en ce moment, le CHSSN qui est en train de collecter des données auprès des jeunes aussi. Fait que ça serait peut-être pertinent de voir comment on pourrait tout armer ensemble, nos données à ouvertes et tout ça. Puis voir comment on pourrait tous travailler ensemble de façon concertée dans la même direction. Alors voilà. Merci, Maude. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir? Mélissange. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Vraiment, c'est apprécié de nous avoir invités. Puis, deuxièmement, nous, on est la relance, là, on couvre Nicolet Bécancour. Il y a aussi Action Tox qui couvre le reste de la Mauricie, centre du Québec. Nous, on fait de la prévention dans les écoles, on fait du repérage également. Donc, on a des bureaux vraiment dans toutes les écoles de la Mauricie, du centre du Québec aussi, pour aider en dépendance, là, puis faire vraiment de la prévention là, à ce niveau-là, dans tous les niveaux de la dépendance, mais surtout que là,
La cyberdépendance, c'est un fléau là, depuis en plus la COVID. Donc, nous sommes là aussi également pour venir en aide à nos adolescents. Puis on fait aussi un service adulte également. OK, merci. Est-ce que tu voyais des liens, la présentation avec ce que vous faites? Est-ce que tu ressors d'ici avec des informations, des pistes? C'est les mêmes choses qu'on fait en vrai, c'est les mêmes informations vraiment. Au niveau des statistiques, là, on regarde les mêmes justement, là, puis on en parle beaucoup parce que c'est un fléau là, qui est quand même très présent là, dans les écoles secondaires. Tantôt, on parlait des applications, justement, exemple TikTok, parce qu'on fait du primaire aussi maintenant de plus en plus. Donc, quand on parle de TikTok, ben, c'est déjà en 3e année au primaire. Fait qu'on fait de la prévention aussi dans les écoles primaires pour essayer d'aider le plus possible les gens. On aide des parents aussi à être mieux informés face aux applications, face aux réseaux sociaux puis à l'Internet, là, parce que ce n'est pas nécessairement de notre génération ou de génération plus vieille. Là. Donc, on informe vraiment beaucoup à ce niveau-là. Donc, on fait la même chose. C'est le fun de voir le travail d'équipe comme ça. Parfait, merci. Elisabeth. Patrick, vas-y. J'aimerais rajouter un petit quelque chose sur ce que Mélisange vient de dire. Parce que tu as nommé, je pense, un élément clé, c'est pour rejoindre les jeunes, on doit souvent passer par les parents. Exemple de mon côté, en pratique clinique, une grande partie du travail d'éducation, de sensibilisation aux jeunes, c'est justement de faire de l'éducation psychologique aux parents. Et dans cette éducation-là, oui, c'est de dire l'encadrement et autres, mais aussi parfois, là, c'est aussi simple de revenir à la base même, comme j'ai fait un peu tout à l'heure, de dire c'est quoi toutes les sortes d'applications qui existent pour être capable de mettre des mots et de dire peut-être aborder la discussion de manière très ouverte au début avec son enfant, comme « Hey, tu connais-tu Snapchat? » ou genre, ce genre de choses. Et de voir ça justement sous forme d'intérêt pour justement créer une connexion avec leur enfant, puis avant d'être capable de mettre en place une certaine structure. Mais j'ai remarqué que beaucoup de parents ne connaissent pas nécessairement TikTok, ne savent pas c'est quoi. Donc, ce contact-là informatif est très, très important. Donc, c'est super de voir qu'il y a plein d'organismes qui le font. Là. Merci, Elsa. Elisabeth. Oui, bonjour. Je suis du CRD Lanaudière. Fait que c'est vraiment intéressant de voir ce qui se fait, puis surtout voir que à quel point c'est innovant. Puis, tu sais, ce que je constate, c'est que l'offre de services au niveau du ministère, tu sais, pour les UPI, utilisateurs problématiques d'Internet, là, ceux qu'on désignait comme cyberdépendants avant, c'est pas encore complètement défini. Fait que, tu sais, la détection au niveau de la première ligne, les gens ne sont pas formés encore. Fait que, tu sais, nous, le message qu'on envoie toujours, c'est n'hésitez pas et référez-les nous. Nous, on va leur administrer le DBOI, là, qui est l'outil de détection, puis on va offrir le service aux besoins. Le temps que, c'est sûr que dans le meilleur des mondes, on va y arriver comme avec la substance, où tout le monde est formé pour les DEPADO, tout ça, puis qu'ils peuvent faire une référence. Là, en ce moment, ce n'est pas le cas, mais le CRD, du moins Lanaudière, je ne vais pas parler pour les autres, mais en cas de doute, s'il y a une utilisation problématique d'Internet, pour jeunes, mais adultes aussi, c'est la même chose. N'hésitez pas à référer les nous, puis si jamais ce n'était pas des services spécialisés de deuxième ligne, on va faire la référence sans problème. Merci, Elisabeth. Et pour les amateurs d'acronymes, CRD, Centre de réadaptation dépendance, qui est rattaché au réseau de la santé, il y en a dans chacun des 6 des CIUS. Je vais passer la parole à Véronique, puis je trouve ça intéressant parce que c'est définitivement une dimension à la question des dépendances ou de l'utilisation problématique d'Internet. Puis vous aurez compris aussi que notre atelier, ça vise à le prendre aussi sous un angle plus large et tous ces jeunes qui l'utilisent et pour qui est-ce problématique ou non, est-ce un outil, qu'est-ce que ça signifie? Donc, si vous avez des commentaires aussi là-dessus, vous êtes les bienvenus. Véronique. Véronique Michel de Niatoc. Je suis contente de passer après Elisabeth parce qu'effectivement, nous, on est l'organisme en prévention des dépendances. Les parents appellent beaucoup, c'est souvent ça, ils vont avec les organismes qui connaissent. Naturellement, on fait la référence au CRD, mais ce qui ressort beaucoup, c'est la méconnaissance. Les parents ont beaucoup d'inquiétudes. Donc,
un peu dans le même sens, là, il y a Mélusange qui parlait qu'elle aussi a fait de la prévention dans sa région. C'est comme notre porte d'entrée. On fait les mêmes liens en disant être en lien avec les jeunes, se préoccuper de ce qui les intéresse, puis tout ça. Là, je suis contente d'avoir la nouvelle ressource que j'ai déjà mise sur notre Facebook, justement, pour que les parents puissent avoir de l'information. Parce que c'est un peu ça, sont vraiment... ça va trop vite. Puis souvent, ben justement, quand on est préoccupé par la prévention des dépendances puis nos facteurs de risque, ben c'est les mêmes liens à faire. Hein? C'est ça, avec la pandémie, ben, c'est ça, l'isolement, l'anxiété. En premier lieu, c'est les parents qu'on rencontre, puis après ça, bon, on souhaite que ces jeunes-là, on puisse les accompagner. Justement, Elisabeth parlait des outils qu'on a pour repérer, détecter. Donc, c'est ça, je suis bien contente de voir aussi qu'il y a plusieurs régions aussi là, qui sont là, puis des partenaires avec qui on travaille aussi dans notre région. Et merci beaucoup. Merci Véronique. Virginie. Oui, moi, c'est Virginie. Je fais du travail de rue à Shawinigan, mais j'ai un volet jeunesse. Donc, moi, je rencontre vraiment les jeunes là, dans les parcs, dans les lieux, dans les parties où je suis invitée, dans le fond. Puis, je trouve ça intéressant, justement, des ateliers comme ça, parce que ça me permet de mieux comprendre les problématiques, mais aussi de voir les partenaires, puis qu'est-ce qui est possible pour eux, qu'est-ce que moi, je peux leur conseiller, vers qui je peux me tourner aussi. C'est ça. Super. Bien, justement, si on va dans cette voie-là, ça a été nommé par Elisabeth aussi. Une des pistes qu'on voyait de suite à la formation, c'est définitivement la référence, dans le sens où, maintenant que vous connaissez ces ressources-là, mais aussi que Elsa et Joël connaissent de plus en plus de ressources, je pense que le but, c'est d'être capable de référer les gens et de les accompagner là, au bon endroit. Fait que c'est définitivement une des premières pistes qu'on voyait. Est-ce que vous voyez d'autres, tu sais, mettons que vous ressortez de la rencontre d'aujourd'hui, est-ce que vous voyez d'autres pistes? Comment vous vous sentez interpellé par cet atelier-là? Qu'est-ce que vous comptez changer dans votre organisation? Véronique nous disait, moi, j'ai déjà mis le lien vers la page, sur notre page Facebook. Est-ce que vous avez d'autres exemples là, de ce qui vous motive? Vas-y, Erika. Oui, bien en fait, moi, je suis intervenante au Centre de prévention suicide à Drummondville. Puis nous, on est aussi un centre d'écoute. Fait que, on a déjà un beau partenariat avec l'Abri du Gamer, mais on a aussi beaucoup de bénévoles qui font de la ligne, qui offrent, dans le fond, le service d'écoute et de prévention suicide. Fait que moi, aujourd'hui, en venant ici, c'était vraiment dans le but d'outiller davantage là, les gens de l'organisme à cette réalité-là, parce que veut pas, ben oui, on touche des gens, mais je trouve que l'aspect, dans le fond, l'aspect, tout ce qui est Internet et tout, ben c'est avec l'Abri du Gamer, puis Ludici, ben on peut aller chercher là, ces gens-là pour faire un peu plus de promotion de la vie. Là. Super, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, soit sur le contenu ou sur des pistes que vous voyez suite à la rencontre? Oui, il se passe de quoi dans le chat? Annabelle nous dit retient de regarder si l'ensemble des habitudes de vie est affecté par le gaming pour savoir si c'est sain ou moins sain, comprendre le besoin avant de catégoriser la dépendance. Hein, oui, comme Elsa le disait, on tombe rapidement avec ce sujet-là dans bien versus mal. Mais s'il y a une fonction au comportement, il y a une fonction au fait que les jeunes l'utilisent, est-ce qu'on peut comprendre? Super. Est-ce qu'il y en a... Oui. Est-ce que je peux rajouter quelque chose là-dessus? Parce que je sais que c'est une question que je reçois beaucoup par les parents. Et je vais vous envoyer vers deux petites références que j'ai écrites. Je collabore avec Écran Partagé, qui est dans la liste de références qu'on va vous donner, mais Écran Partagé, qui est un site qui fait de l'information, qui s'adresse en fait aux parents pour faire de l'information sur le jeu vidéo. Donc, sensibiliser justement les bons et les mauvais côtés. Puis, j'ai écrit dernièrement des articles justement sur l'addiction, la différence entre qu'est-ce que c'est que l'addiction, qu'est-ce que c'est que la cyberdépendance et qu'est-ce que c'est un passionné de gaming. Puis, on voit au final qu'il y a des jeunes qui ont réellement un problème d'addiction aux jeux vidéo ou le Internet Gaming Disorder, donc au niveau clinique, on parle ici, c'est assez faible. On parle en 2-3 %, donc c'est très, très faible. Donc, à ce moment-là, quand on parle vraiment au niveau clinique de jeunes qui vont souffrir de dépendance,
on voit beaucoup dans les médias sociaux ou autres que c'est immense comme problématique, mais la réelle problématique est assez faible. Puis souvent, juste quand on met de l'information aux parents, à l'entourage et aux jeunes, qu'on les informe, il y a beaucoup de ça qui peut être facilement réglé. Puis les saines habitudes de vie aussi, là, comme restructure et encadrement. Donc, c'est une référence que je vous invite à aller voir pour répondre un peu à ces questions-là. Merci. Je laisse une dernière chance à ceux qui voudraient faire des commentaires, justement, avant qu'on parle de cette liste de références-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait s'exprimer? Moi, c'est sûr que j'aurais été curieux d'avoir plus d'interaction de la part de certains. Là, je vais parler pour la région de la Naudière parce que c'est là que j'y travaille, mais des organismes, par exemple, je vois que le Néo est là, je me risque, là, des gens qui ont la caméra fermée des fois, ou des maisons de jeunes. Est-ce que cet atelier-là est utile? Est-ce que ça suscite des suites pour vous? Ça va nous aider aussi en même temps à voir si on fait quelque chose avec ça pour la suite. On applaudit, fait que j'imagine que c'est qu'on est content, on compte faire quelque chose avec ça. J'ai une petite question. Vas-y, Samuel. Oui, donc Samuel, Maison de la famille, Les Arbrisseaux, MRC Val-Saint-François en Estrie. Bonjour. J'ai une question qui n'est pas très claire encore pour moi. C'est un type d'intervention qui est nouveau pour moi. Dans ma formation, on n'en a parlé aucunement de tout ce qui était en ligne. Puis qu'en tant qu'intervenant, en tant qu'homme, avec des jeunes, je vais travailler avec des jeunes femmes aussi, me demander s'il y avait des plateformes ou des façons de faire au niveau éthique, à ne pas faire, à ne pas aller, qu'est-ce qui est le mieux dans un contexte de confidentialité, autant pour me protéger moi que protéger le jeune au niveau des heures de travail, au niveau des sujets qu'on aborde, parce que tout le monde nous met beaucoup de pression à aller sur TikTok, Facebook et tout, mais j'imagine qu'il y a des façons de faire pour rester dans la bienveillance et l'intervention positive. Donc, ma question est encore un peu floue, mais elle me demandait s'il y avait de l'info ou... Bref, est-ce qu'il y a quelque chose pour moi? Je peux peut-être y aller là-dessus. Dans le fond, nous, ce qu'on utilise, on n'utilisera pas TikTok puis ces plateformes-là pour faire de l'intervention. Nous, on y va vraiment juste avec le Discord parce qu'on peut vraiment y aller en privé, puis c'est pas partagé, puis tu sais, tu peux... c'est plus difficile, mettons, de partager, tu sais, à part prendre un screenshot ou je sais pas quoi, là, tu sais. C'est moins compliqué avec ça. Puis, tu sais, la personne garde son anonymat, c'est sous un pseudo, donc elle peut garder toute la confidentialité que la personne désire. En même temps, si elle désire nous confier des choses, ben, elle peut nous les dire. Puis, même chose pour nous, tu sais, nous aussi, les intervenants, on est sous des pseudos. On est tous des bénévoles, donc on a tous un travail à temps plein ailleurs qu'on ne veut pas nécessairement que les gens sachent. Donc, nous aussi, les intervenants, on est derrière un pseudo et on confie, nous aussi, ce qu'on a envie de dire, tout simplement. Après ça, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on utilise une plateforme qui s'appelle Psylio, qui est pour des notes, qui est vraiment une plateforme sécurisée qui est faite pour les intervenants psychosociaux. Donc, on y va de cette façon-là pour faire nos notes. C'est plus facile aussi pour partager avec les autres, étant donné qu'on est tous, comme en télétravail, on est tous à la maison, puis dans des régions différentes aussi du Québec. Donc, ça permet de partager facilement les informations là, entre les intervenants. Mais c'est ça, les interventions ne sont pas faites at large. Puis, même si, mettons, j'aurais quelqu'un qui m'écrirait sur TikTok ou qui m'écrirait sur Instagram, par exemple, parce que oui, on est sur ces plateformes-là parce qu'on n'a pas le choix si on veut justement rejoindre les jeunes, bien, à ce moment-là, on va les inviter à venir nous voir sur Twitch puis sur Discord avant de répondre à quoi que ce soit. Merci beaucoup. J'irais un petit peu là-dessus aussi. De mon côté, c'est différent parce que c'est de l'intervention plus individuelle, puis avec l'Ordre des psychologues du Québec. Mais sur le site de l'Ordre des psychologues du Québec, il y avait une étude aussi sur les différentes plateformes visuelles. Justement, la différence entre Zoom ou Skype ou Google Meet au niveau de la confidentialité. C'est sûr que lorsque l'application est pro, donc payante, la confidentialité est mieux protégée. Par contre, en tant que psychologue, Zoom est quand même accepté. Donc, ça veut dire que c'est accessible pour tout intervenant.
Par contre, de mon côté, exemple, on parle encore dans des interventions plus en psychologie, donc plus structurées ici. Quand je fais une intervention structurée avec une personne, c'est super important de mettre le cadre. Ça veut dire que, exemple, quand je suis sur Twitch, puis que je joue à un jeu vidéo, puis que quelqu'un m'écrit pour me poser une question sur la santé mentale, quand c'est une question générale, j'y réponds de manière très générale. Quand c'est une question sur la personne en tant que telle ou autre, j'indique toujours que je vais lui répondre en privé. Donc, et que par la suite, je réponds de manière très brève, je vais plutôt l'orienter vers soit des ressources ou si jamais la personne veut une consultation de mon côté, mais souvent, je réfère plus à des ressources accessibles. Mais c'est important de ne pas avoir cette crainte-là de restructurer aussi. Donc, d'être empathique, mais de structurer quand même pour justement pas briser cette confidentialité-là. Et si je peux me permettre, je trouve que ta question, Samuel, ça illustre le côté émergent puis innovant de ça. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à être adaptées entre notre désir de rejoindre les jeunes où ils sont puis de changer un peu le mode classique d'intervention. Fait qu'il reste des questions. Merci beaucoup à vos réponses, là, Joël et Elsa. Noémie, travail de rue. En fait, ça va être moi. Moi, c'est Jessie. Nous, on est deux aujourd'hui. Jessie. Salut, Patrick. Dans le fond, moi, c'est plus comme une suggestion pour la suite des choses, si vous voulez donner suite. J'avais déjà eu dans un autre emploi avant une formation avec tel jeune pour justement répondre aux jeunes en ligne parce que je pense qu'on est comme un peu moins outillés à répondre en ligne. Puis il y a vraiment des pistes, là, choses à ne pas faire et choses à faire là, quand on est en ligne qui est plus précis. Fait que j'imagine que Joël et Elsa, vous êtes les personnes parfaites pour nous parler de ça. Là. Fait qu'en tout cas, je lance l'idée, moins pour le travail de rue, là, moins pour nous, mais pour les autres peut-être. Est-ce qu'Elsa ou Joël, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Je pense que c'est encore au niveau de la façon d'intervenir en ligne, hein? Parce que tel jeune, c'est au niveau du clavardage. Vas-y, Joël. Ouais. Moi, j'ai vu récemment justement la formation qui était offerte par tel jeune. Puis c'est une formation que je veux aller chercher aussi d'ailleurs, justement, pour pouvoir bonifier de la façon qu'on travaille et puis de pouvoir suivre les normes qui se font présentement là, dans l'intervention en ligne. Ouais. Donc, ça pourrait être une piste, en effet. Je vois dans le chat, là, merci beaucoup. Je pense que les gens qui se sont prononcés, du moins, apprécient, puis ça les fait réfléchir. Peut-être qu'on serait rendu justement à, si vous voulez aller plus loin dans l'un ou l'autre des volets du sujet qu'on vient de couvrir, on vous a puis là, c'est sans prétention. Hein? On a garoché des références, des applications, des liens qu'on va aussi vous envoyer par suite à la rencontre, mais on pensait prendre un petit moment peut-être pour vous présenter certaines de ces choses-là. Moi, j'ai découvert des perles là-dedans aussi. Elsa, est-ce que tu veux nous faire un partage d'écran? Oui, je fais ça à l'instant. OK. Donc, juste un instant, je change les choses sur Discord, sur Twitch. OK. Donc, et voilà. Donc, comment on a décidé de classer un peu l'information? Professionnel de la santé veut dire professionnel et organisme que vous pouvez consulter. Il y a toutes sortes d'organisations de professionnels, notamment, exemple, l'Ordre des psychologues du Québec ou dépendance.ca, qui sont vraiment intéressantes. Peut-être de mon côté, un petit coup de cœur que je vous invite, si jamais vous voulez en connaître plus sur tout ce qui est les cultures populaires, geek qu'on appelle, donc qui inclut gaming, jeux de société, grandeur nature, jeux de rôle, super-héros, etc. Donc, culture populaire qu'on a tous un petit peu vécu, connu à travers le temps. Mais il y a Geek Therapy qui, c'est américain par contre, mais juste pour voir que c'est possible, même si en ce moment au Québec, dans le milieu francophone, ça c'est pas encore beaucoup mis de l'avant, mais c'est possible de faire de la thérapie en utilisant les médias sociaux, mais en utilisant aussi les jeux vidéo et les cultures populaires pour aller rejoindre le plus possible les jeunes et les moins jeunes aussi.
Par la suite, regroupement et communauté, notamment Abri du Gamer. Fondation des gardiens virtuels, qui est un autre organisme aussi qui est assez bien connu et qui fait de l'intervention sur Discord, du Twitch également. Puis qui fait beaucoup aussi de valorisation du e-sport, qui est de plus en plus populaire aussi dans les écoles, notamment les écoles secondaires. Le Mentor Gamer, j'ai collaboré avec eux dernièrement pour donner une formation. C'est quand même assez intéressant et innovant. Ils font de l'éducation pour les parents sur le jeu vidéo, mais surtout, c'est des programmes d'encadrement pour les jeunes et les ados. Ça veut dire un jeune qui va adorer Fortnite, mais tellement que, justement, là, il ne mange plus, il ne dort plus, etc. Bien, le programme va faire de l'éducation sur les saines habitudes de vie, mais va aussi valoriser le gaming, mais en l'encadrant avec un coach, comme un coach de e-sport. Donc, c'est vraiment intéressant pour les jeunes qui se voient travailler peut-être dans le domaine ou juste un jeune qui est tellement passionné que, tu sais, au final, le gaming peut être une passion, tout comme le soccer l'est. Mais qu'est-ce qui se passe dans le soccer? C'est qu'il y a un coach pour les encadrer. Bien, dans le gaming aussi, on a besoin de ça. Fait que le Mentor Gamer a mis ça en place, puis c'est honnêtement assez innovant. Je vous invite à aller voir. Let's Play Therapy Institute qui utilise aussi le jeu beaucoup dans leurs interventions. Ça, c'est moi. Puis d'autres services tels jeunes, comme vous avez nommé. Site Internet, le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne que j'ai découvert justement en faisant le document, puis, très intéressant. Écran partagé que je vous parlais tout à l'heure, guide de jeux vidéo pour les enfants, mais aussi les parents. D'autres sites, il y a des sites français qui sont super intéressants aussi. Mon enfant, les écrans, Mpédia au niveau du vocabulaire, si vous voulez trouver les bons mots pour dire à vos enfants ou vos patients. Pose ton écran, qui valorise et qui fait des fiches éducatives sur le temps d'écran. En fait, ça vient répondre un peu aux questions sur comment jouer selon l'âge. Il y a aussi des défis de justement poser son écran. Pédagogeux, qui est une autre référence, un peu l'équivalent française de France de écran partagé. Donc, ça parle de jeux, de l'éducation là-dessus. Tag, si jamais vous aimez les formations comme moi, j'adore suivre des formations. C'est en anglais, mais c'est Therapeutic and Applied Geek Gaming Summit qui font, c'est une gang de professionnels, psychologues, neuropsy, travailleurs sociaux qui travaillent avec le jeu puis le gaming, qui se réunissent ensemble, puis c'est des journées de conférences là-dessus. Donc, c'est super intéressant si vous êtes bon en anglais. Puis plein d'autres ressources ici, notamment collaboration avec Remby, qui est une intervenante sociale qui fait également du streaming. C'est super intéressant ce qu'elle fait, mais elle fait aussi de l'éducation. Je pense que c'est avec Abri du Gamer, cette formation-là, en plus. Donc, une belle collaboration. Là. Et les applications mobiles, on n'en a pas beaucoup. On a nommé ceux-là ici, qui sont des applications un peu plus par rapport justement à l'autonomie, les apprentissages, le jeu. Et si vous êtes du genre à plus vouloir lire des rapports gouvernementaux, des journaux scientifiques ou autres, on a ici toutes sortes de documentation sur différentes thématiques avec des aspects un peu plus cliniques ou scientifiques. Donc, c'est un début. On a fait ça de notre côté avec ce qu'on connaissait, on a cherché, découvert un peu, mais l'objectif, en fait, ça serait même que dans un monde idéal, chacun y mette un peu son grain de sel pour qu'on puisse créer comme un guide de référence que tout le monde puisse utiliser à travers le Québec. Ça serait un bel objectif. Là, je lance ça comme ça, on n'en a pas parlé, mais projet futur, ça pourrait être vraiment intéressant que ça soit accessible à tous, que tout le monde puisse y mettre un peu son grain de sel pour qu'on ait vraiment comme une liste de références qui serait utilisée par tous les professionnels, peu importe le domaine, mais dans le gaming, l'utilisation d'Internet, etc. Et voilà. Merci. Bien, justement, je reprends la balle au bon. S'il y en a qui pensent à des liens, là, je sais que je vous prends de court, là, mais si vous êtes capable de les écrire dans la conversation d'ici à la fin de la rencontre, là, qui est bientôt terminée, on enregistre la rencontre, je vais les prendre. Je vais aussi vous envoyer la liste par courriel. Puis s'il y en a qui ont le goût de la bonifier, je vous encourage à me répondre avec d'autres liens. Comme tu dis, Elsa, je la renverrai une fois que notre intelligence collective aura
poursuivi le travail parce qu'aujourd'hui, c'était une amorce. On le voyait un petit peu comme essayer de semer quelque chose puis de créer un mouvement, partager de la connaissance. Donc, je pense qu'on a l'air d'être rendu là, justement, à l'évaluation de la rencontre. La rencontre porte à sa fin. On aurait aimé avoir des commentaires sur comment vous ressortez. Est-ce que ça a répondu à vos attentes? La parole est à vous. J'ai un merci dans la conversation. Frédéric. Yes, OK, vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Je trouve ça vraiment intéressant parce que justement, même si je suis jeune, je ne suis pas quelqu'un de très technologique de base. Moi, dans le fond, mon expérience, c'est avec les jeunes de la rue. Mais là, j'ai un nouveau mandat justement dans des écoles secondaires. Fait que je trouve ça vraiment intéressant parce que justement, la cyberdépendance et ces choses-là, c'est quelque chose que je connais un petit peu moins. Fait que justement, avoir des pistes de solutions, ces choses-là, je trouve ça très intéressant là, comme formation. Fait que justement, là, je vais aller voir, vous allez envoyer, je pense, justement, toutes les références. Fait que je trouve ça vraiment intéressant d'aller voir ça. Fait que très belle présentation. Merci beaucoup pour la rétroaction, puis on en reçoit dans le chat aussi. Je vais avec Hélène, puis ensuite, on pourra résumer ce qui se dit dans le chat. Hélène. Oui, ben merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié ce qui a été apporté. Moi, je suis en santé mentale jeunesse, on en voit de plus en plus. Puis même mon propre garçon adore jouer beaucoup aux jeux vidéo. Puis aujourd'hui, vous avez quand même réussi à me montrer les côtés positifs de ça, comment aussi aller rejoindre mon propre enfant dans ces jeux pour être en relation avec lui, puis aussi comment apporter ça aux parents, parce que je voyais ça plutôt négativement, je dirais, avant. Fait que je trouve ça vraiment intéressant, ce que vous m'avez apporté. Merci. Bon, merci pour le commentaire. Samuel. Oui, moi, je suis rentré en poste récemment, le 7 mars, puis en fond consultatif jeunesse, intervenant de proximité. Puis mon but, c'est vraiment aller voir les jeunes, rencontrer les jeunes, mais avec le territoire qu'on a en ce moment, c'est très des villages. Il y a beaucoup de villages, il y a beaucoup de campagnes. Donc, les jeunes ne sont pas en ville en présence physique. Donc, le travail de rue n'est pas possible. Puis c'était vraiment une option qui était nommée comme quoi qu'on pourrait y aller par Internet. Ça fait 2 semaines que je me perds sur Internet à essayer de comprendre, essayer de savoir. Puis je pensais qu'il fallait que je m'en aille dans TikTok et tout ça. Puis, mais finalement, non. C'est le fun. Donc là, ça vient m'orienter. Puis ça me donne de l'info aussi. Puis je ne suis pas toute seule. Je peux voir qu'on est pas mal dans la même situation en ce moment. On sait où est-ce qu'on s'en va, mais on ne sait pas comment y aller. Donc, ça fait du bien de voir qu'on n'est pas seul, puis qu'il y a des moyens, puis qu'il y a des gens mieux outillés que nous, puis qu'il y a une belle communauté sur Internet. Merci, Samuel. Dans la conversation, beaucoup de très intéressant, ça répond aux attentes, ça dépasse les attentes. On va partager avec l'équipe. On a hâte à la documentation. Je pense que ça résume un petit peu les références aussi. Ça va? Moi, j'ai quelqu'un dans mon chat qui a posé une question. Est-ce que tu as mentionné, quand tu dis dans ton chat, est-ce que tu l'as mentionné, Elsa, qu'en même temps tu streams sur Twitch, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. C'est d'où mes petits moments de pause à comme gérer 2-3 choses en même temps. Oui, c'est ça. J'ai une question, c'est comment percevoir les sentiments des autres personnes quand on écrit dans un média social? C'est une grosse question, là. Mais, aïe, oui. Hein? Merci, MacLeod, pour la question. Comment percevoir les sentiments des autres quand on écrit dans un média? C'est effectivement une grosse question. Puis je pense que c'est peut-être quelque chose qui, là encore là, de mon côté, en pratique clinique, il y a souvent des problématiques par rapport à ça. Des problématiques de couple, entre autres, mais aussi beaucoup d'anxiété sociale de plus en plus chez les jeunes. J'ai beaucoup de jeunes qui ont l'anxiété sociale ou la crainte du jugement, puis que c'est très anxiogène pour eux de texter. Fait qu'il y a comme eu des vagues. Moi, exemple, quand j'étais jeune, les textos, c'était hyper populaire, le chat. Puis de plus en plus, les jeunes, c'est vraiment WhatsApp, c'est vraiment en visuel.
ou de s'exprimer littéralement par des vidéos, exemple sur TikTok, parce que justement, il y a une grande montée d'anxiété sociale. Fait que ça pourrait être intéressant de voir les études sur le sujet là-dessus. Là. Mais quand je travaille, exemple, l'anxiété sociale avec les jeunes, c'est sûr, je recommande toujours de prendre le temps de bien écrire les choses, l'utilisation des émoticônes, c'est sûr, là, mais de toujours venir, d'une certaine manière, associer le texto avec autre chose. Ça veut dire quand c'est possible de parler avec la personne, même si c'est par téléphone, façon de parler là, vocalement, ou de venir ensuite faire un suivi des communications en présentiel, ça veut dire à l'école après, de faire un retour quand il y a des inquiétudes ou quelque chose, parce que juste le message texte, juste le visuel, oui, on est habitué, mais ça reste que c'est très sujet à mes interprétations. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que là, les médias sociaux qui sont rendus de plus en plus populaires, c'est des médias, comme je nommais au début, là, plus visuels et auditifs que vraiment par texte. Exemple, Messenger, très peu de jeunes utilisent ça, c'est plus les vieux de mon âge. Donc, c'est vraiment, vraiment plus le visuel que les jeunes recherchent. Fait qu'il y a comme ce changement-là aussi au niveau peut-être de l'apprentissage social qui se passe. Là. Ça répond plus ou moins à la question dans le sens que l'idéal, c'est toujours d'avoir du visuel puis au moins de l'auditif, mais c'est des choses qui s'ajustent. Ou, exemple comme Discord, qui peut être un triple, un média triple, donc qui est auditif, textuel et visuel. Donc, qui permet d'offrir les trois. Merci. Joël, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, bien, si je peux rajouter un petit truc là-dessus, c'est que dans le cas où, justement, le texte est la seule option, parce que, par exemple, nous, ça nous arrive de parler avec des jeunes qui ne sont pas à l'aise de mettre la caméra ou de parler, puis que écrire, c'est mieux pour avoir un premier contact ou pour exprimer leur situation. Je pense que le mieux, c'est toujours d'aller valider avec la personne la compréhension que toi, tu as eue de son message texte. Si la personne t'écrit quelque chose, puis toi, tu as l'impression que la personne ressent de la colère, mais va valider avec la personne. Moi, de ce que je comprends, c'est que tu n'es pas content ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est bien ça ou est-ce que c'est autre chose? Puis la personne va être en mesure de dire, de valider si oui ou non la compréhension a été correcte ou pas. Là. Je pense que c'est vraiment une première solution là aussi. Parfait, merci. Dans le fond, j'ai Julie qui dit qu'elle est allée chercher des jeunes au skatepark. Les policiers faisaient des rondes jusqu'à ce que je me présente à eux. Ils ont des contacts avec les jeunes par Snapchat. Beaucoup nous ont ajoutés après avoir vu nos panneaux avec nos coordonnées de réseaux sociaux dans les commerces de notre village. Ça rejoint aussi le commentaire qui était dit tout à l'heure. Il y en a beaucoup de nous qui travaillons, essayer de rejoindre les jeunes là où ils sont. Puis la question, comme Samuel le mentionnait, des fois, c'est les distances. Puis on dirait que c'est notre façon archaïque de penser les choses. Comment qu'on va couvrir autant de distances avec si peu de personnes? Puis en même temps, à côté, on a tout un outil où est-ce que les jeunes sont tous là et sont disponibles. Fait que comment faire l'adéquation entre les deux pour les rejoindre d'une autre façon peut-être innovante? Donc, peut-être ça pourrait être comme ça. Ça pourrait être ça la fin de la rencontre. Donc, je vous résume que les suites, c'est que je vais vous envoyer la liste de références avec les PowerPoint qui ont été présentés, ainsi que l'enregistrement de la rencontre. L'enregistrement ne nous appartient pas. Là. Si vous pensez à d'autres gens à qui vous voudriez l'envoyer, qui n'ont pas eu la chance d'être présents, on n'a pas de droit d'auteur là-dessus. Puis si ça peut créer un mouvement, je vous encourage, s'il y a quelqu'un qui a parlé dans la rencontre, vous avez dit j'ai le goût d'y reparler pour avoir plus d'informations, là, à retrouver ses coordonnées et entrer en contact avec eux, que ce soit Elsa ou Joël. Je ne veux pas vous mettre devant le fait accompli, mais je pense que vous êtes disponibles pour ça, Elsa et Joël. Oui, tout à fait. C'était un peu ça qu'on voulait faire aussi, faire connaître ces deux ressources-là qui couvrent l'ensemble du Québec aussi. Fait que si vous voulez développer des partenariats directs avec eux, là, vous avez beau aussi. Là. Donc, ben, j'aimerais peut-être finir la rencontre en remerciant beaucoup là, Elsa, Joël et Chantal, les quatre là, qui ont monté là, cette initiative spontanée-là, là, une collaboration spontanée. Merci beaucoup pour votre intérêt, pour votre participation aujourd'hui. Puis, n'hésitez pas à entrer en contact au besoin avec nous. Puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.